Bienvenue au Labo des CIP. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un parcours vraiment essentiel. Celui d'un salarié depuis son premier jour, peut-être un peu intimidé, jusqu'à son épanouissement professionnel. Mhm. On va se pencher sur deux moments vraiment charnières. L'intégration d'abord, et puis la réflexion sur la carrière. Et surtout comment nous, les CIP, on peut être là, comme des copilotes, pour que ça se passe bien. Pour que ce soit une réussite, quoi. C'est une excellente approche, parce que effectivement, signer le contrat, ce n'est que le début, hein. Ah oui. C'est même là que l'aventure commence vraiment. On va voir ensemble comment on peut épauler à la fois le nouveau venu et puis aussi l'employeur, qui est souvent un peu sous l'eau, et comment on aide chacun à dessiner son avenir pro avec plus de sérénité. Tout à fait. Alors, attention, pas de recette miracle, on est bien d'accord. Non, non. Mais plutôt des pistes concrètes, beaucoup d'écoute active, et puis quelques astuces du métier. Prêt à démarrer? Allez, on y va. Alors, commençons par l'intégration. C'est bien plus qu'une simple formalité, ça. C'est un peu le décollage de la fusée. Les enjeux sont importants. Mhm. Il faut que la personne soit autonome assez vite, qu'elle se sente bien, qu'elle ait envie de rester. On sait ce que ça coûte un recrutement qui tombe à l'eau. Oui, ça coûte cher. Et puis qu'elle trouve sa place dans l'équipe, tout simplement. Bref, comme on dit, c'est pas le moment de se planter. Exactement. Et c'est précisément là que le CIP a une vraie carte à jouer. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner l'employeur, de co-construire un parcours d'intégration qui tienne la route. Co-construire, oui. En arrivant comme le sauveur, hein, mais plutôt en facilitateur discret. Un partenaire qui aide à anticiper, à structurer les choses. On fait avec, pas à la place d'eux. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ça peut être très varié, j'imagine. Ah oui, très varié. Ça va de choses qui peuvent paraître basiques, mais qui sont essentielles. Le café d'accueil. Voilà, le bureau prêt, le petit café, le mot de bienvenue, jusqu'à un suivi bien structuré pendant toute la période d'essai. D'accord. Et puis parfois, ça demande une attention très particulière. Je pense à l'arrivée d'un salarié en situation de handicap, par exemple. Là, l'anticipation, l'adaptation, c'est primordial. Et ça, c'est un super exemple d'ailleurs de RSE en action, non? Intégrer l'inclusion dès le départ. Tout à fait, c'est exactement ça. Anticiper l'aménagement d'un poste, peut-être sensibiliser l'équipe. Ce n'est pas juste faire joli, c'est vraiment incarner cette responsabilité sociale de l'entreprise au quotidien. Hmm. Et pour y arriver, pour réussir ces missions, qu'elles soient simples ou plus complexes, on a un atout maître, notre réseau. Ah, le fameux réseau. On le dira jamais assez, on ne travaille pas seul dans notre coin. Mobiliser les bons contacts, les bons partenaires au bon moment, c'est souvent ça la clé du succès. Tu peux nous donner un exemple concret? Comment ce réseau fait la différence sur le terrain? Bien sûr. Imaginons une PME qui recrute une personne qui a, disons, des troubles musculo-squelettiques. Le CIP, grâce à son réseau, peut très vite faire intervenir un ergonome Ah oui. pour conseiller sur l'aménagement du poste, et ça avant même que la personne n'arrive. Solliciter aussi le médecin du travail pour valider les adaptations. Ça évite les galères, quoi. Exactement. Ça évite des difficultés et ça montre aussi aux salariés qu'on prend sa santé, son bien-être au sérieux. On peut aussi penser à mobiliser des formateurs pour une compétence qui manquerait, ou identifier un tuteur en interne. Ça, c'est particulièrement précieux pour quelqu'un qui découvre un métier ou pour un travailleur handicapé qui a besoin d'un référent clair. D'accord. Et pour organiser tout ça, on a notre boîte à outils collaborative. C'est un peu notre couteau suisse, non? C'est un peu ça. Dedans, on trouve des solutions pratiques, des trames, des idées qui ont fait leurs preuves. Par exemple, ça peut être une petite checklist pour un accueil vraiment inclusif. Qui pense à tout. Voilà. Ou un Canva semble pour structurer les points d'étape pendant la période d'essai, pour être sûr qu'on aborde les bonnes questions au bon moment. Et ces outils, ils nous aident à passer à l'action. Oui, ils nous aident à concrétiser l'accompagnement. Et en gros, ça peut se traduire par 3 façons principales d'intervenir. D'accord. La première, c'est ce qu'on peut appeler la sous-traitance. L'entreprise, parfois par manque de temps ou de ressources en interne, elle nous confie un peu l'organisation de l'intégration. On devient alors le chef d'orchestre, discret mais efficace. Un exemple? Prenons l'entreprise Dubois. Il recrute Léa un peu dans l'urgence. Le CIP prend le relais. Il prépare son arrivée, trouve un tuteur sympa dans l'équipe, planifie un point d'accueil avec le manager, contacte à la médecine du travail. Résultat? Résultat, Léa démarre sereinement et Monsieur Dubois y respire un peu. Le point clé, là, c'est vraiment la communication fluide entre tout le monde. Logique. Deuxième option? Deuxième option, le partenariat.
Là, on formalise un peu plus. On met en place une convention. On y écrit noir sur blanc les objectifs, les moyens, qui fait quoi. C'est plus structuré. Comme un contrat, en quelque sorte. Un peu, oui. Imaginons une convention avec Tech Solutions pour l'intégration d'Ahmed, leur nouveau développeur. D'accord. Elle pourrait prévoir, par exemple, un suivi mensuel CIP, Ahmed Manager, pendant, disons, 6 mois. L'accès à des formations spécifiques qu'on aurait identifiées ensemble, et un bilan tous les 3 mois. L'avantage, c'est que c'est clair pour tout le monde. Ça construit la confiance sur la durée. Et la troisième voie, Alors la troisième, c'est le réseau. Mais attention, le réseau actif. c'est-à-dire C'est l'échange plus informel de bonnes pratiques, de contacts, d'astuces entre CIP ou avec d'autres acteurs de l'emploi de la formation. C'est moins formalisé, c'est sûr, mais c'est hyper précieux. genre un coup de fil à un collègue? Voilà. Par exemple, discuter avec un collègue qui te dit « Tiens, pour ce type de profil, j'ai testé telle formation courte, ça a super bien marché pour l'intégration chez tel employeur du coin. » C'est une sorte d'intelligence collective, tu vois. Mhm. Ça se nourrit des expériences des uns et des autres. C'est souvent bien plus dynamique qu'un profil LinkedIn qui dort depuis 2017. C'est basé sur l'entraide, la recherche de solutions pragmatiques. Et dans tous les cas, que ce soit sous-traitance, partenariat ou réseau, j'imagine qu'il faut suivre ce qu'on fait, non? Pour savoir où on va. Ah, c'est indispensable. Des fiches de suivi, des notes claires, peu importe la forme en fait. L'essentiel, c'est de pouvoir tracer qui fait quoi, quand et si on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. C'est pas juste de la paperasse alors. Ah non, pas du tout. C'est ce qui nous permet de piloter l'accompagnement, de l'ajuster si besoin, et aussi de montrer concrètement l'impact de notre intervention. C'est important ça aussi. Très clair. Bon, maintenant imaginons. L'intégration s'est bien passée, super. Quelques années filent. Et notre salarié, on va l'appeler Marc cette fois. Marc, d'accord. Marc commence à se poser des questions. Est-ce que ce job me correspond toujours? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Est-ce que mes compétences sont encore dans le coup? C'est là qu'on peut dégainer un autre outil, c'est ça, le bilan professionnel. Exactement. Le bilan professionnel ou bilan de carrière, c'est une démarche qui est un peu différente du bilan de compétences classique. Ah oui, en quoi? Notamment sur un point qui peut être sensible, la confidentialité. Dans un bilan professionnel, qui est souvent initié ou en tout cas cofinancé par l'entreprise, eh bien, le compte-rendu final, il n'est pas strictement confidentiel vis-à-vis de l'employeur. Ah d'accord, ça c'est important. Oui, bien sûr, attention, le salarié valide toujours ce qui est transmis, hein. Il n'y a pas de surprise. Mais cette nuance, elle est cruciale. Et d'ailleurs, savoir comment on navigue ça avec Marc et son employeur. Ça demande du doigté. Ça demande une vraie finesse, oui. Un travail de médiation. Et surtout, de bien clarifier les règles du jeu dès le départ, pour éviter tout malentendu. C'est un point clé à gérer, effectivement. Mais une fois que c'est clair, et si c'est bien mené, ce bilan professionnel, c'est un outil puissant, non? J'ai l'impression que c'est gagnant-gagnant. Ah oui, absolument. C'est un levier formidable. Pour le salarié comme Marc ou peut-être Sarah qui a l'impression de tourner un peu en rond. Mhm. C'est une occasion en or de faire le point. Et pas seulement sur les compétences techniques, attention. On regarde aussi de très près les fameuses soft skills. Les compétences douces, oui. Ce bilan, ça permet à la personne de reprendre confiance, de mieux valoriser son parcours et surtout de bâtir un projet d'évolution réaliste. Qui peut être interne ou externe. Exactement. Ça peut être une mobilité en interne, une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou même préparer une reconversion ou un autre projet ailleurs. D'accord. Et côté entreprise, l'intérêt, c'est quoi? Alors là, c'est hautement stratégique. Premièrement, ça permet d'aligner les envies d'évolution des salariés avec les besoins futurs de l'entreprise. La fameuse GPEC. C'est ça, on est en plein dans la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Deuxièmement, c'est un super moyen de repérer des potentiels cachés en interne, des talents qui n'attendaient qu'une occasion de s'exprimer. Ah oui, intéressant. Et puis, enfin, c'est un signal fort qu'on envoie aux équipes, l'entreprise investit dans leur développement. Et ça, en termes de fidélisation, c'est majeur. Ne pas le faire, c'est prendre le risque de voir ces bons éléments, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Logique. Et comment ça se passe alors concrètement, ce bilan pro? J'imagine qu'il y a des étapes, un peu comme pour l'intégration. Oui, tout à fait. On peut le découper en 3 grandes phases. D'accord. 1. La préparation. Mhm. C'est l'étape pour établir la confiance. Un ou plusieurs entretiens pour bien poser le cadre, clarifier les attentes de chacun, le salarié, l'entreprise, expliquer comment ça va se passer et, comme on disait, définir très clairement les règles de confidentialité. L'objectif, c'est que Marc se sente dans un espace sécure, Où il peut vraiment parler. où il peut parler de ses envies, de ses doutes, sans se sentir jugé.
L'écoute active, l'empathie, c'est la base ici. Ok. Ensuite, point 2. L'investigation. Là, on creuse. On analyse ensemble le parcours de Marc, ses réussites, ses compétences, et on insiste bien sur celles qui sont transférables, qui peuvent servir ailleurs. Mhm. On explore ses motivations profondes, ses valeurs, ce qu'il fait vibrer au travail, mais aussi en dehors. On identifie des pistes d'évolution possibles, on regarde si c'est faisable. Parfois, on peut utiliser des outils, comme des tests d'intérêt professionnel, pour ouvrir un peu le champ des possibles. Mais l'essentiel, ça reste l'échange pour bien comprendre ce qui anime vraiment la personne. On cherche les pépites. Et la dernière étape, point 3. La conclusion. C'est là que tout converge, on aboutit à la co-construction d'un projet professionnel clair, ou peut-être de plusieurs scénarios possibles. Et surtout, on ne s'arrête pas là. On élabore un plan d'action. Très concret. Avec des étapes. Oui. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il faut une formation, un stage d'observation? Quel timing? Tout ça est résumé dans une synthèse écrite. Détaillée, argumentée. Et cette synthèse, elle lui sert à quoi, à Marc, après? Il la met dans un tiroir? Non, non, surtout pas. C'est bien plus qu'un simple résumé. C'est une vraie feuille de route pour lui. Et l'astuce, pour qu'elle soit encore plus utile, c'est d'y inclure non seulement le projet et le plan d'action, mais aussi un rappel qui valorise son parcours. Ça aide à prendre conscience du chemin déjà fait. D'accord. On peut y détailler des hypothèses d'évolution très précises. Par exemple, pour Marc, on pourrait y voir son projet d'aller travailler au Canada prendre forme, avec les démarches à faire, ou comme Isabelle, une autre personne qu'on a accompagnée, elle y a formalisé son projet de lancer son activité de graphiste en micro-entreprise à côté de son job, avec un plan pour démarrer. Donc ça devient un outil pour avancer. Exactement. Un outil puissant que Marc ou Isabelle peuvent utiliser pour discuter avec leur manager, pour postuler en interne ou même pour préparer leur future démarche à l'extérieur. C'est vraiment un tremplin. On voit bien comment ces deux moments, l'intégration et le bilan, sont fondamentaux. Et j'ai l'impression que finalement, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, elle est un peu partout là-dedans, non? C'est pas juste un sujet à part. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. La RSE, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est la boussole éthique qui doit guider chacune de nos actions. C'est transversal en fait. Voilà. Quand on travaille sur l'intégration, veiller à la non-discrimination, à la santé au travail, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est de la RSE appliquée. Mhm. Quand on accompagne un bilan professionnel, discuter d'équilibre vie pro-vie perso, s'assurer que les propositions d'évolution respectent l'équité, c'est aussi de la RSE. Elle infuse nos pratiques au quotidien. C'est une question de professionnalisme et d'éthique, tout simplement. Donc, notre rôle de CIP, en accompagnant l'intégration et la carrière, c'est aussi d'être un acteur concret de la RSE dans les entreprises. C'est une belle perspective, ça. Exactement. Notre mission, c'est aussi de rendre ces grands principes très opérationnels, sur le terrain, pour chaque personne qu'on accompagne. Bon. Eh bien, on a fait un bon tour d'horizon de la manière dont on peut être ce partenaire attentif, outillé pour accompagner les salariés. De l'accueil du premier jour jusqu'à la réflexion sur l'avenir professionnel. Une intégration bien menée qui pose les bases, un bilan professionnel qui éclaire la suite, ce sont vraiment des moments forts où notre accompagnement de CIP peut vraiment faire la différence. Et tout cela, comme on vient de le dire, en gardant notre boussole éthique bien en main, via la RSE. La réflexion qui me vient, là, pour aller un peu plus loin, c'est, une fois qu'on a bien travaillé ces étapes clés, l'intégration, le bilan, comment on aide concrètement les personnes à vraiment faire décoller leur carrière? Ah, bonne question. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. On se retrouve très bientôt pour d'autres explorations. À bientôt dans le labo des CIP.